Bonjour. Merci à tous et à toutes d'être dans cette session intitulée « Comment être un tech lead dans une pizza team XXL sans finir sous l'eau ». Une session qui va être un retour d'expérience de 1 an dans le rôle du tech lead dans une grosse équipe, une équipe de plus de 10 personnes. Avant de commencer avec cette session, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Damien Beaufils, je travaille dans le monde du développement depuis une dizaine d'années aujourd'hui et ça fait 5 ans que je travaille chez Octo Technologies dans une tribu qui s'appelle Software Craftsmanship, une communauté de pratiques dédiée aux pratiques de qualité des développements. L'objectif de cette conférence, pour moi, c'est que vous ressortiez de cette salle en sachant quels rituels et pratiques vous pouvez appliquer au quotidien quand vous travaillez dans une équipe de développement de plus de 10 personnes et quel est le rôle du tech lead dans une équipe de cette taille. Avant de commencer avec le concret du retour d'expérience, je voudrais d'abord qu'on fasse un petit point vocabulaire pour qu'on partage une définition commune de ce que c'est que le tech lead. Donc je vais vous proposer une définition, donc il ne s'agit pas d'être dogmatique par rapport à ce que je vais dire, mais c'est une définition. Donc pour moi, le tech lead, c'est un rôle au service de l'équipe et qui a 4 facettes. Il va être coach, expert, formateur et facilitateur. Donc il va être coach parce qu'il va guider son équipe vers l'excellence technique et opérationnelle. Il va être expert parce qu'il va porter la vision technique du produit aussi bien envers son équipe qu'envers ses clients, toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe. Il va être formateur parce que son rôle, c'est également d'aider l'équipe à progresser jour après jour. Et facilitateur parce qu'il doit favoriser donc l'autonomie de l'équipe afin que lui-même soit dispensable. Au-delà de ces 4 facettes, j'ai rajouté 3 autres points. Le premier, c'est que le tech lead, il doit passer au moins un tiers de son temps à coder avec l'équipe. Parce que je considère que si un tech lead code moins d'un tiers de son temps avec l'équipe, il ne vivra pas la même chose que le reste de l'équipe, donc il ne subira pas les mêmes problèmes, il n'aura pas les mêmes douleurs, donc il vivra complètement en décalage par rapport au reste de l'équipe. Idéalement, c'est un référent sur les pratiques software craftsmanship, donc on parle de pratiques comme test-driven development, la revue de code, clean code, le refactoring de code legacy, des pratiques comme pair programming, mock programming et autres. Et enfin, c'est ni un super-héros ni un dictateur. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qu'on va appeler un peu en mode pompier pour sauver tous les projets parce que c'est un expert sur toutes les technos et donc il vient sauver une équipe et après il part et il vole vers d'autres projets, d'autres espaces-temps. Et c'est ni un dictateur dans le sens où ce n'est pas la personne qui va faire de l'optimisation de tâches, de l'optimisation de processus, qui ne va pas assigner des tâches à des personnes en fonction de leur spécialité technique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vivre avec l'équipe, travailler avec l'équipe et qui est vraiment au service de l'équipe. Le contexte de mon retour d'expérience, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an sur un site web grand public, bien connu des Français. Je suis arrivé en janvier 2016 dans cette équipe-là, et donc quand je suis arrivé dans l'équipe, le projet était démarré déjà depuis plus d'1 an. Donc le projet avait démarré fin 2014. Et l'équipe livrait une nouvelle version du site en production toutes les 2 semaines. Cool. L'équipe, elle était composée de 10 personnes, plus la personne qui a le rôle du tech lead. Donc là, je parle bien de l'équipe de développement. Tout autour de l'équipe de développement, on avait les équipes PO, les métiers, les sponsors. Donc on était plutôt sur on va dire un plateau d'une 20aine de personnes, dont la moitié de dev. Et à noter que l'équipe, elle était mixte à plusieurs titres, à la fois hommes-femmes, clients prestataires, et aussi on avait des personnes plutôt spécialisées sur du front, plutôt spécialisées sur du back, plutôt spécialisées sur de l'infra. Donc c'était une équipe qui faisait tout à peu près du sol au plafond. Quand je suis arrivé dans cette équipe, moi ça m'a fait bizarre parce que j'avais jamais connu une équipe de cette taille. J'ai toujours travaillé dans des équipes de 3, 4, 5 personnes. Et en fait, ça change radicalement la façon dont on communique ensemble. Donc, je suis arrivé dans cette équipe pour prendre le rôle du tech lead. Et concernant justement cette communication, en fait, quand vous avez 3 personnes dans une équipe, quand vous avez 3 personnes dans une équipe, vous n'avez que 3 liens de communication possibles entre ces personnes. Quand vous avez 5 personnes dans votre équipe, vous avez 10 liens de communication possibles. Et quand vous avez 10 personnes dans une équipe, vous avez 45 liens de communication possibles. Autrement dit, quand vous allez doubler la taille d'une équipe, vous allez quadrupler le nombre de liens de communication possibles. Et donc, vous n'allez pas mettre en œuvre les mêmes pratiques, les mêmes rituels pour établir la communication et s'assurer que tout le monde dans l'équipe ait le même niveau d'information au même moment. Donc moi, je suis arrivé dans l'équipe. Le projet était démarré déjà depuis plus d'1 an. Ma première semaine, ça a été avant tout une phase d'observation et j'ai observé comment travaillait l'équipe
via du binomage, via du pair programming, tout en taisant son ego et ses réflexes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est, en gros, je me posais à côté de quelqu'un, et puis je le regardais développer des user stories, des fonctionnalités. Et par exemple, si la personne n'écrivait pas de test alors que j'ai l'habitude d'en écrire, si la personne ne pratiquait pas test-driven development alors que j'ai l'habitude de pratiquer, ou que les choix de nommage ou de responsabilité qui étaient faits n'étaient pas forcément les miens, enfin ceux que j'aurais fait, ben en fait, il fallait que je me taise. L'idée, c'était vraiment d'adopter une posture de coach, poser des questions, juste observer, noter des choses. Je ne pouvais pas arriver dès la première semaine, dès le premier jour, avec mes grands sabots et dire non, c'est comme ça qu'on va faire, je pratique TDD, donc on va tous se mettre à TDD, moi, mon expérience me dit qu'il faut faire comme ça, donc on va tous faire comme ça. En fait, ça n'aurait pas marché, déjà parce que je me serais pris une levée de bouclier de la part de l'équipe qui ne me connaît pas, et en gros, c'est qui ce mec qui vient nous donner des leçons. Et la deuxième chose, c'est surtout, j'ai pas vécu la même chose que l'équipe. Il ne faut jamais oublier que quand vous tombez sur du code, où par exemple vous dites « Ah, ce code est vraiment sale », en fait, il y a toujours une histoire de contexte. Pendant un an, l'équipe elle a sûrement subi un stress, une pression que moi, j'ai pas subi, donc il y a des raccourcis qui ont été pris dans le code, que j'ai pas vu, des choix qui ont été faits où j'étais pas dedans. Donc je ne suis là que pour observer finalement un résultat, que pour constater, mais je peux pas tout remettre en question du jour au lendemain parce que j'ai pas du tout vécu la même chose. Durant cette phase d'observation, j'ai noté des signaux faibles, des symptômes. Deux types de signaux faibles. Le premier type, ce sont des faits. Des commits tard le soir, voire la nuit. Donc on voyait juste sur le GitLab des commits à 20h, 21h, etc., en pleine semaine, n'importe quand. Une moyenne de 5 livrables par itération. Donc l'équipe livre en production toutes les 2 semaines, c'est super. Par contre, pour une release, il y avait une moyenne de 4 patchs à chaque fois, pour vraiment que ça parte en production. Et le nombre de bugs dans le backlog qui est en légère augmentation. Donc c'est pas exponentiel, mais au fur et à mesure des itérations, on a un nombre de bugs qui grossit petit à petit. Deuxième type de signal faible, des dixits, des choses que vous pouvez entendre, des choses que j'ai entendues, donc ça, ce sont des vraies citations. Le build est rouge, mais c'est normal, relance-le, ça devrait passer. Tester unitairement, c'est compliqué sur ce projet. On reçoit tellement de mails de Jenkins qu'ils vont direct dans ma corbeille. Et hier, j'ai passé mon après-midi à essayer de corriger le build. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà entendues ou que vous entendez, je vois des têtes qui se hochent, ou que vous entendez aujourd'hui. Bref, ces deux choses-là, donc c'est Dixit et c'est fait. Ce sont des signaux faibles dans le sens où donc ce sont des symptômes d'une douleur, d'un problème, et c'est entre autres dans le rôle du tech lead d'aller chercher cette cause profonde et de réfléchir à comment corriger le problème profond pour atténuer ces symptômes, voire les supprimer. Donc en présentant ces signaux, ces symptômes à l'équipe, aussi bien en one-on-one que de manière collective, en fait, on a pu mettre en avant tous ensemble qu'il y avait 3 problématiques dans l'équipe. La première, c'est que la propriété du code n'était pas collective. Les pratiques de développement étaient hétérogènes, notamment les pratiques de test. Et enfin, la qualité du code, la qualité du produit n'était ni mesurée ni suivie. On va voir ce qu'on entend par qualité. Je vais me servir de ces 3 problématiques-là pour dérouler le reste de la présentation. Et en fait, je vais vous présenter ce qu'on a mis en œuvre en tant qu'équipe pour répondre à chacune de ces problématiques. Donc, concernant la propriété collective du code, je vais vous présenter 3 choses, les 3 grosses choses qu'on a mises en place pour répondre à la problématique. La première, c'est la mise en place d'un rituel de rétrospective technique. Alors, notre rétrospective technique, c'est 1 heure, tous les lundis, de 11h à midi, dans la même salle, avec l'ensemble de l'équipe de développement, un moment vraiment partagé, sécurisé, ritualisé, où l'objectif, c'est de partager le maximum d'informations, le maximum de connaissances en minimum de temps. Concrètement, comment ça se passe? Vous le voyez sur la photo à droite. En fait, sur notre Kanban, on avait une petite zone, un bac, on appelait ça notre backlog de rétrospective technique, qui était un peu une boîte à idées. Et au cours de la semaine, quand on a des questions, des remarques, des choses qu'on a envie de présenter, des choses dont on a envie de discuter avec l'ensemble de l'équipe, plutôt que déranger chacune des personnes pour avoir leur avis ou alors polluer sur un Slack, un Hangout ou je ne sais quoi, en fait, on note sur un note post-it, si ce n'est pas urgent évidemment, si ça peut attendre au moins 5 jours, on le colle dans notre backlog et le lundi suivant, on dépile le backlog.
Donc, comme on n'a qu'une heure, on ne peut pas forcément tout dépiler. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on priorise avec du dot voting. Donc chacun a, par exemple, 3 bâtons et va voter sur les sujets sur lesquels il a envie de partager, échanger. Et on timebox chacun des sujets entre 10 et 15 minutes. L'idée, c'est vraiment de traiter entre 2 et 5 sujets dans l'heure. Quand on a un sujet qui vraiment est gros et dépasse la timebox, ça veut probablement dire qu'il faut faire un point dédié sur ce sujet avec les personnes qui sont intéressées pour parler de ce sujet. Parce que là, on fait ça sur 1 heure, déjà parce qu'on a une équipe de 10 personnes, plus de 10 personnes. Et en fait, on ne peut pas se permettre de mobiliser, on va dire, 10 personnes pendant 2 heures, parce que c'est sûr qu'en 2 heures, il y aura forcément un moment qui sera ennuyeux, un moment qui ne sera pas hyper efficace pour tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez rapide. 1 heure, c'est comme, il y a de quoi traiter des choses, c'est pas fou, mais il y a de quoi traiter les choses, mais le faire très régulièrement toutes les semaines. L'autre chose aussi, pourquoi on a fait 1 heure et pourquoi on fait ça le lundi, parce que le lundi, c'est le début de la semaine, donc on évite le rush, on revient tranquillement du week-end, on a dormi sur ses idées, réfléchi sur des problèmes. Et aussi que 1 heure par semaine, c'est facile à vendre auprès de chefs de projet, managers et autres. C'est que 1 heure. La deuxième chose qu'on a mise en place pour améliorer la propriété collective du code, c'est un mur de standards. Donc, à chaque rétrospective technique, on discutait de pas mal de choses, on faisait des choix, notamment des standards de code et des pratiques d'équipe. Et l'idée, c'est qu'on se les notait sur, ici, vous le voyez sur la photo, c'est une zone de papier craft. Et chaque standard est noté sur des post-it. Alors, on a pris volontairement le format post-it et le fait de devoir écrire en majuscule, c'est très important, parce qu'on peut noter sinon plein de choses sur un post-it. Le format impose que le standard doit être simple et doit être compréhensible par n'importe qui dans l'équipe, et il est visible n'importe quand. Donc ça, c'est affiché à côté de notre Kanban. Donc à tout moment, toute l'équipe a la vision dessus, même toutes les personnes qui se baladent dans le plateau ont la vision sur nos standards de code. Et si on a besoin d'ajouter, supprimer, modifier un standard de code, en fait, c'est super simple, il y a juste qu'à rajouter un post-it, modifier un post-it, etc. Si on veut un backup, en fait, on prend une photo, ça fait le job. En fait, ce qu'on voulait surtout éviter, c'était mettre les standards de code dans un wiki, sur Git, quelque part, un endroit qui va être assez figé, où en général, les gens vont écrire une et une seule fois, vont les lire une fois tous les 6 mois, et c'est seulement une nouvelle personne qui va rentrer dans l'équipe, qui va relire les standards et qui va les rechallenger. L'idée, le fait d'avoir du management visuel comme ça, c'est vraiment d'avoir une dynamique d'équipe tout autour de ça, et de se permettre toutes les semaines de rechallenger ces standards. Les standards, ils ne sont pas établis ad vitam aeternam, c'est si on en a un qui est vraiment ancré dans l'équipe et qui n'a même plus besoin de l'expliciter en tant que standard, on peut le supprimer, on enlève un post-it, ça en fait un moins. Donc c'est quelque chose qui bouge semaine après semaine. Dernière chose principale qu'on a mise en place pour la propriété collective du code, c'est la pratique de la revue de code. Alors je ne vais pas rentrer en détail sur ce que c'est que la revue de code. Ce que je veux vous partager, c'est qu'on l'a rendue déjà obligatoire et bloquante. Obligatoire, ça veut dire que sur notre Kanban, à la suite de la colonne en cours de développement, on a une colonne à revoir, la partie revue de code, et que toute tâche, que ce soit une fonctionnalité, un bug, une tâche technique, une tâche d'infra, de la documentation, n'importe quoi passe par la revue de code. Et tout le monde peut revoir le code de tout le monde, quelle que soit la techno, quelle que soit la spécialisation, on va dire. Et la revue de code, elle est bloquante dans le sens où s'il y a le moindre question, la moindre remarque, le moindre retour, le moindre défaut détecté, la tâche ne peut pas aller plus loin dans le flux tant qu'on n'a pas intégré les retours ou tant qu'on n'a pas répondu aux questions. Donc l'idée, ce que je dis juste avant, c'est que n'importe qui doit pouvoir revoir le code de n'importe qui dans l'objectif justement d'améliorer la propriété collective du code, d'améliorer le partage de connaissances et de techno. Par exemple, moi je ne suis pas expert sur, on va dire, sur du front, je suis plutôt spécialisé back. Mais ça ne m'empêche pas de relire le code qui a été produit par quelqu'un qui fait du front. C'est même plutôt un bon signe si j'arrive à le relire. Si je ne suis pas expert sur la techno, mais j'arrive à relire le code qui a été produit, déjà, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt que le code est suffisamment facile à lire. S'il y a des tests et que ça explique pourquoi, enfin bref, ça va me permettre aussi de progresser sur le front. Et enfin, on présente tous nos retours oralement à l'auteur de la tâche. Ce qu'on voulait aussi éviter là-dedans, c'est on a des super outils, GitHub, GitLab et autres. Et quand on fait des merge requests, on peut faire plein de commentaires sur chaque ligne de code. Et en fait, nous, on trouvait ce canal un peu froid, surtout quand on est en face à face. Donc quand on fait la revue de code, en fait, on n'utilise pas du tout ces outils-là. On fait évidemment le diff,
du code, mais par contre, on ne marque aucun commentaire, on va dire, sur l'outil. On note tout en papier-crayon, on fait une petite checklist, et puis après, une fois qu'on a fini, on vient se poser à côté de la personne, si elle est disponible, et puis on lui présente les retours, il challenge, donc on vraiment discute. L'objectif, c'est que ça soit une discussion entre les deux personnes, et on intègre les retours ensemble, si possible, en faisant du pair programming. On a aussi ritualisé le fait qu'on pratique pair programming et mob programming dès qu'on était amené à travailler sur du code legacy. Donc comme je vous l'ai dit, quand je suis arrivé, le projet était démarré depuis plus d'1 an, les pratiques de test étaient hétérogènes, ça fait qu'il y a certaines parties du code qui étaient super bien testées et d'autres pas du tout. Et vous vous en doutez, on était amené à intégrer des évolutions, des modifications et donc à toucher des parties du code qui n'étaient pas du tout testées. Sauf que pour pouvoir faire évoluer du code, il faut pouvoir poser des tests avant, pour sécuriser déjà ce qui existe en production. Et comme c'est quelque chose de pas forcément simple, qui peut être un peu barbant, où les techniques de refactoring de code legacy ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, on s'est dit qu'on allait le faire à chaque fois minimum à 2, voire à plusieurs, pour partager les techniques et aussi éviter le maximum de régression possible quand on va toucher à ce genre de code. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on veut avoir une propriété de collectif de code et comment vous pouvez savoir si c'est le cas dans votre équipe? En fait, l'idée, c'est que n'importe qui doit pouvoir partir en congé n'importe quand. Même la personne qui a le rôle du tech lead. Si par exemple vous avez une personne dans votre équipe qui commence une tâche et qui pour une raison personnelle doit s'absenter 3 semaines d'un seul coup sans prévenir du jour au lendemain, ça ne doit pas être une douleur de reprendre la tâche sur laquelle il s'est arrêté et donc de la finir pendant l'itération par d'autres personnes de l'équipe. Ça ne doit pas être grave si quelqu'un s'en va. Et du coup, c'est un bon test de recette. Si on doit attendre Michel qui revienne de vacances pour finir cette story-là, c'est qu'il y a un problème dans votre équipe, probablement. Par rapport à ces 3 pratiques, on a répondu à notre première problématique, qui était que la propriété de code n'était pas collective. On a partiellement répondu sur les pratiques de développement. On n'a pas encore parlé vraiment des pratiques de test. Et on n'a pas du tout parlé de la qualité du produit qui n'était ni mesurée ni suivie. Alors, pour la qualité, on dit qu'on pilote que ce qu'on mesure, de façon générale, mais quel aspect de la qualité mesurée? En fait, on a fait le choix en tant qu'équipe de mesurer le nombre de tests automatisés et leur répartition par typologie. Pourquoi on a fait ce choix-là? Il faut d'abord que je vous parle de la pyramide des tests, du modèle de la pyramide des tests. C'est un modèle qui a été imaginé en 2009 par Mike Cohn dans son livre Succeeding with Agile, qui explique globalement que dans un logiciel, il faut plus de tests unitaires que de tests d'intégration, que de tests fonctionnels, end-to-end, IHM, que de tests manuels. Pourquoi? Parce que plus on va être bas dans la pyramide, plus on va être sur les tests unitaires, plus on va être sur des tests simples, compréhensibles, facilement et rapides à exécuter. À l'opposé, plus on va être haut dans la pyramide, plus on va être sur des tests qui vont traverser plusieurs couches techniques et fonctionnelles de votre application, qui vont être relativement lents et au fur et à mesure que le logiciel grossit, vont être de plus en plus lents, voire même avoir un caractère aléatoire. Donc on avait présenté ça à l'équipe et on a eu un petit souci, c'est que personne n'était d'accord sur ce que c'est qu'un test unitaire, un test d'intégration, un test fonctionnel. Donc en fait, avant toute chose, on a déjà commencé par un atelier autour de notre stratégie de test et on s'est vraiment posé dans une salle, donc c'était à l'occasion d'une rétrospective technique pour le coup, pendant 1 heure et on s'est vraiment planché sur les définitions, c'est quoi pour nous un test unitaire, c'est quoi pour nous un test d'intégration, un test fonctionnel, c'est quoi les objectifs et les intentions de chacun de ces tests, comment on peut les reconnaître dans le code. Alors nous, on était plutôt sur des technos Java, Spring et autres. Pour donner un exemple concret, c'est si vous avez une classe de test, si on avait une classe de test qui était annotée avec le Spring JUnit Runner qui charge l'ensemble du contexte Spring et une base de données de mémoire, il y a de fortes chances que ce n'était pas un test unitaire. À l'opposé, si on était sur une classe de test qui n'était pas du tout annotée ou avec le runner Mockito, il y avait plus de chances. Et enfin, on se posait la question de comment est-ce qu'on peut tester autrement? Parce que quand on fouillait le code, on remarquait qu'il y a des fois certaines classes de tests qui étaient, on va dire, des tests qui étaient conçus en fonctionnel ou en intégration, mais qui n'avaient aucune valeur ajoutée. C'était pour tester vraiment des règles de la combinatoire de règles de gestion. Et donc ça prenait un temps fou et on se disait, tiens, comment on pourrait les redescendre plus bas dans la pyramide pour pouvoir gagner du temps d'exécution de test? On a fait le choix également de ne pas mesurer la couverture de code du tout. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que
à la couverture de code, à moins de faire du mutation testing, mais on ne voulait pas faire ça tout de suite, ce n'est pas un indicateur de qualité. Au mieux, c'est un indicateur de non-qualité. C'est-à-dire que si vous avez 70% de couverture de code, ça vous dit strictement rien sur les différentes typologies de tests que vous avez, ça ne dit strictement rien sur les assertions qui sont faites dans les tests, sur comment sont écrits les tests. Tout ce que ça dit, c'est que vous avez 70% du code qui, à l'exécution des tests, est traversé. La seule vraie vérité ça se dit pas, la seule vérité qu'il y a derrière 70% de couverture de code, c'est que vous avez 30% de votre code qui n'est pas couvert. Et ça, c'est potentiellement intéressant. Vous allez pouvoir vous poser des questions de est-ce que c'est grave? Peut-être qu'on s'autorise à avoir des régressions sur certaines parties du code qui n'est pas testé. Mais en fait, la vraie raison aussi, c'est qu'on voulait, on va dire, pas tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'en mesurant la couverture de code, j'ai déjà vu chez certains clients, chez certaines équipes, que ça devient un objectif. Sauf que la couverture de code, à aucun moment, c'est un objectif. C'est un bénéfice collatéral de vos pratiques de développement et de vos pratiques de test. Donc c'est facile à expliquer à une équipe de développement, c'est moins facile à expliquer aux personnes qui gravitent autour de l'équipe. Et on a fait le choix donc, de ne pas la mesurer et pas l'afficher pour éviter des débats stériles de chefs de projet ou managers qui viennent et qui nous disent bon, vous avez 70% de couverture de code, c'est bien. Pourquoi on n'a pas 80%? Et donc, juste pour éviter ce genre de débat, on a fait le choix de ne pas du tout mesurer ça, et donc de mesurer notre pyramide des tests. Vu qu'on avait déterminé comment retrouver nos différents types de tests dans le code, on a pu écrire un petit script en bash, à coup de find, grep et autres, qui va lister l'ensemble des classes de tests, les classer selon leur typologie, et calculer le nombre de tests à l'intérieur, afin de vraiment mesurer notre pyramide. Et donc en janvier 2016, notre pyramide, elle ressemblait pas vraiment à une pyramide, elle ressemblait plutôt à une soucoupe volante. C'est-à-dire qu'on avait une majorité de tests d'intégration, plus de la moitié, un tiers à peu près de tests fonctionnels et une minorité de tests unitaires. Bon, c'était une mesure. Au moins, ça nous donnait une base de réflexion. Donc là, en tant qu'équipe, on s'est posé la question de, visiblement, notre base de tests unitaires, elle n'est pas super solide. Comment on pourrait faire pour l'améliorer petit à petit? Et on était plusieurs à être convaincus et persuadés dans l'équipe qu'une pratique qui aide à avoir facilement des tests unitaires sans douleur au fur et à mesure qu'on développe, c'est la pratique de Test Driven Development, TDD. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la pratique de TDD. Ce que je souhaite vous partager, c'est qu'on a investi dans une formation à TDD pour toute l'équipe, quel que soit le niveau, pendant 3 jours. Le rôle du tech lead, c'est d'être capable de démontrer le retour sur investissement d'une pratique telle que TDD, aussi bien à son équipe, pour qu'elle ait envie de se faire former, parce que si vous envoyez quelqu'un en formation alors qu'il n'a pas envie, en général, ça marche moins bien, mais aussi l'expliquer aux personnes qui gravitent autour de l'équipe, aux personnes qui ont les sous, finalement, le manager, chef de projet et autres. Donc si vous recherchez ROI TDD sur votre moteur de recherche préféré, vous allez tomber sur des études de Microsoft ou de Capper-Jones qui expliquent globalement, je la fais très courte, que quand on pratique TDD, on passe un peu plus de temps à développer, mais on passe beaucoup moins de temps en phase de recette et en TMA à corriger des bugs et ça facilite les évolutions. Donc quand j'ai présenté ça à l'équipe était super partante. Quand j'ai présenté ça au manager qui gérait le projet et qui avait les sous, il m'a dit « Waouh, super, faites du TDD, j'aurai moins de bugs et tout, je suis super content. » Par contre, une formation 10 personnes pendant 3 jours, c'était fou. Ça coûte beaucoup trop cher, ça me crame mon itération, une moitié d'itération. J'ai plein de features qui sont en attente pour dans 2 semaines, pour dans 4 semaines et autres. Donc c'est juste pas possible, c'était une bonne idée mais oublie. Et donc ce que je te propose à la place, c'est que comme toi tu connais, tu peux les former un par un progressivement et puis on devrait atteindre le même résultat. Et quand il m'a dit ça, j'étais pas d'accord et j'étais pas super à l'aise. Et en fait j'ai retravaillé un petit peu mon discours après coup. En faisant les calculs, en fait quand on a 10 personnes dans une équipe, faire une formation collective, en fait ça coûte pas si cher que ça. C'est la partie un peu verbeuse et mathématique. En fait, si vous avez 10 personnes à former dans une équipe, ce qui était notre cas, pour une formation de 3 jours, vous allez dépenser 3 jours pour chaque personne qui se fait former, mais aussi 3 jours pour le formateur pour chaque personne. Donc on est sur 60 jours hommes. À l'opposé, si on fait une formation collective,
ben, on va toujours avoir les 3 jours pour chaque personne qui se fait former. Par contre, on va avoir une seule fois 3 jours pour le formateur. Donc on est plutôt sur du 33 jours hommes. Donc en gros, dit autrement, quand on a une équipe de 10 personnes, bah, faire une formation collective à une pratique comme TDD, ça coûte 2 fois moins cher que faire de l'accompagnement, que les former individuellement. Outre le fait, il y a d'autres bénéfices de faire une formation collective, ce qui est quand même, on va dire, un bénéfice social, où c'est l'ensemble de l'équipe qui va se retrouver dans la même salle, qui va partager, vivre la même chose et qui va rencontrer les mêmes problèmes. Donc ça va aider à tout ça. Donc une fois que j'avais présenté ça à la personne qui avait les sous, finalement il était assez d'accord de faire une formation. Alors en vrai, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que le planning et les contraintes font que je n'avais pas la main sur tout. Entre le moment où ça a été négocié et le moment où on a réellement fait la formation, il s'est écoulé 2 mois, mais l'important, c'est qu'on ait réussi à la faire. Et le rôle du tech lead dans tout ça, en fait, si on résume, c'est d'être capable de vendre une démarche d'amélioration de la qualité aux personnes qui ont les sous. Pas seulement à l'équipe de développement. Le rôle du tech lead, c'est également être un mentor. Et comment je l'ai fait? Donc, je vous propose, on va dire, une implémentation. Moi, j'ai mentoré chaque personne de l'équipe de développement via des one-on-one que je vais appeler O3. Donc les one-on-one, c'est un rituel de 30 minutes par itération, par personne. C'est un moment sécurisé, privilégié pour échanger et partager des choses. Donc c'est pas 5 minutes autour de la machine à café, on discute et en fait tout va bien. C'est vraiment une salle qui est réservée, où on n'est que 2 dans la salle, où on est sûr de ne pas se faire déranger pour pouvoir établir un climat de confiance entre chaque personne de l'équipe et moi. Les objectifs de l'O3, c'est déjà de partager de l'information, remonter de l'information. Ça peut être comment se passe l'itération, ça peut être aussi une prise de température. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit l'itération ça se passe bien, mais ok, je fais du Java, c'est cool et tout, par contre je m'ennuie. Les features qu'on fait, je trouve pas ça fun. Donc ouais, ça se passe bien, on délivre, mais c'est chiant. Donc là, mon rôle, c'est quand même de creuser un peu ça et voir comment je peux répondre à ce problème-là. C'est aussi donner du feedback, donc ça peut être du feedback positif ou du feedback d'ajustement, et rechercher des axes d'amélioration, des axes de progression. Donc je reprends sur la personne qui dit l'itération se passe bien, mais je m'ennuie. Mon rôle là-dedans, c'est s'il me dit par exemple que tiens, j'aimerais bien faire de l'Ops, mais je ne sais pas faire de l'Ops, je ne comprends même pas les tickets qui sont créés, je ne sais pas faire du Ansible, on faisait du Ansible. Mon rôle là-dedans, c'est pas de lui apprendre l'Ops. Mon rôle, c'est de le rediriger, savoir vers qui le rediriger et le conseiller sur quelle démarche il peut adopter pour pouvoir progresser là-dessus. Donc ça peut être, tiens, ce que je te propose, c'est, va demander à Tanguy, qui fait lui beaucoup d'Ops, beaucoup de tâches Ops, va lui demander si la prochaine tâche sur laquelle il va travailler, c'est une tâche pas trop difficile, donc le ticket d'entrée est pas trop cher, et tu peux le faire en binomage avec lui. Donc c'est un peu office d'entremetteur. Et enfin, l'objectif aussi de l'O3, c'est déléguer. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais 30 minutes par personne, par itération, quand vous avez 10 personnes dans l'équipe, ça fait 5 heures par itération à passer à faire ça. Vous allez peut-être me dire, mais j'ai déjà 10 milliards de trucs à faire, je ne peux pas prendre 5 heures en plus de mon temps pour faire ça. Sinon, là, pour le coup, je vais vraiment être sous l'eau. Et vous avez raison. L'idée, c'est pas de prendre 5 heures en plus, c'est prendre 5 heures à la place. C'est-à-dire que si vous arrivez à chaque O3 à déléguer une tâche qui vous aurait pris au moins 30 minutes à faire, déjà purement mathématiquement et égoïstement d'une certaine manière, vous allez gagner du temps, mais surtout, vous allez responsabiliser l'ensemble de l'équipe de développement à vos tâches, et donc vous allez vous rendre de plus en plus dispensable, et donc vous allez pouvoir partir en vacances plus facilement, ce qui est quand même intéressant. L'exemple de tâches que je déléguais relativement souvent, c'est des tâches de cadrage. En tant que tech lead, j'étais toujours amené à être embarqué, dès qu'il y avait des nouvelles macro-fonctionnalités, à être embarqué pour pouvoir faire du cadrage technique. Ce que je faisais, c'est que je notais les choses, je les prenais par défaut pour moi, mais à chaque O3, je proposais aux personnes de prendre le lead sur ces cadrages-là. Moi, je restais disponible en cas de question, mais l'idée, c'était donner du pouvoir, donner de la responsabilité, responsabiliser chacune des personnes
à ça, et en fait tout le monde était content dans l'histoire. Moi ça me permettait de me débarrasser en quelque sorte d'un certain nombre de tâches, de me soulager, et d'autres personnes ça leur permettait de progresser et prendre le lead sur certains sujets fonctionnels ou techniques. Le rôle du tech lead, c'est être également attentif à la communication dans l'équipe. En se basant sur les principes EgoS Programming, en fait, il faut recadrer tous les défauts de communication. Et un exemple, si vous entendez dans votre équipe « ton code c'est de la merde », et j'ai déjà entendu plusieurs fois, je passe sur le « c'est de la merde », j'insiste sur le « ton code ». En fait, ce n'est pas le code d'une personne. C'est pas son code, c'est pas ta fonctionnalité, c'est pas ton ticket. On va parler du code, de la fonctionnalité, c'est le ticket de façon générale. Donc, pour dire que c'est pas, quand on va critiquer, c'est comme la revue de code. On critique le code, on critique pas la personne. Donc quand vous travaillez dans une équipe mixte homme-femme comme on avait, il faut aussi avoir un discours qui appelle à la diversité. En fait, quand on a souvent on va dire une mauvaise habitude, un mauvais réflexe, parce que le monde de l'informatique est quand même assez masculin. Enfin, si je regarde la salle, je pense qu'on est sur plus de 90%. Et on a souvent des mauvais réflexes qui sont de dire « Allez les mecs, allez les gars », quand il s'agit d'aller manger, boire une bière, faire un truc, partir en réunion, je ne sais quoi. Sauf que si vous avez une femme dans l'équipe, bah ok, elle va comprendre que derrière « Allez les mecs », bah, on parle de l'ensemble de l'équipe. Mais en vrai, la première chose qu'elle va ressentir, c'est d'abord l'exclusion. Et c'est aussi dans le rôle du tech lead, mais aussi évidemment dans le rôle de toutes les personnes, mais comme le tech lead, il doit montrer l'exemple, c'est dans le rôle du tech lead de faire attention à ça et de dire « Bah non, en fait, c'est pas aller les mecs, c'est aller l'équipe, aller tout le monde ». Donc c'est aussi bien valable à l'oral qu'à l'écrit. Écrivez pas les développeurs quand vous avez des femmes dans l'équipe. Écrivez l'équipe de développement. Ou alors vous pouvez utiliser l'écriture inclusive, mais je ne vais pas rentrer dans le débat. Avec tout ça, on a pu répondre à notre deuxième problématique, qui était que les pratiques de développement étaient hétérogènes. On a commencé à parler de la mesure de la qualité, mais on n'a pas vraiment parlé du suivi, et ça va être la dernière partie. Donc le nombre de tests automatisés et leur typologie, on a fait tourner notre petit script bash, itération après itération, et on a suivi donc l'évolution de notre pyramide, et on l'affichait itération après itération sur notre Kanban. Qu'est-ce que ça a donné? C'est la partie un peu graphique. Je vais expliquer. Bam! Ça, c'est un graphique de l'évolution de notre pyramide des tests, la répartition sur un an. On part en gros de janvier 2016 à février 2017. Donc en bleu, les tests unitaires, en orange les tests d'intégration, en rouge les tests fonctionnels. Donc en janvier 2016, on était parti de 18% de tests unitaires, 53% de tests d'intégration, 29% de tests fonctionnels. Et un an après, en gros, on était à 70% de tests unitaires, 25% de tests d'intégration, 5% de tests fonctionnels. J'arrondis. C'est plutôt cool. Et là, vous allez me dire, mais on peut tout faire dire à des pourcentages. Ça se trouve, on a supprimé tous les tests d'intégration et quasiment tous les tests fonctionnels, et pouf, magiquement, notre courbe explose. Bon, c'est pour ça qu'il y a un deuxième graphique, sinon ce ne serait pas drôle. Donc le deuxième, c'est juste réellement le nombre. Donc on peut voir qu'en rouge, le nombre de tests fonctionnels, il a légèrement diminué avec le temps. On a supprimé ceux qui n'avaient pas d'intérêt, pas de valeur ajoutée, et on les a redescendus plus bas dans la pyramide. Notre nombre de tests d'intégration, il est resté relativement constant. Par contre, notre nombre de tests unitaires, il a explosé avec le temps. On est passé de 200 tests unitaires environ à 3000 en un an. Sur le graphique, vous pouvez voir aussi deux flèches, instauration des nouvelles pratiques et formation TDD. Donc instauration des nouvelles pratiques, c'est le début de l'instauration des nouvelles pratiques que je vous ai présenté juste avant. On n'a pas fait du jour au lendemain, on n'a pas pris tout ce que je vous ai présenté et on ne l'a pas appliqué du jour au lendemain, parce que ça n'aurait pas marché. Ça s'est fait progressivement. Et notre formation TDD qui s'est faite 2 mois après le début de toutes ces histoires de négociations avec les managers et autres. Je répondrai à la question après. Le message que je veux faire passer ici, c'est que rétablir un équilibre dans votre qualité, ici dans notre pyramide des tests, ce n'est pas l'affaire d'une ou 2 itérations. On ne peut pas dire
bon, bah, on arrête de faire des fonctionnalités pendant 2 semaines, et puis on va faire que des tests, que du refactoring, et puis là, on est tranquille pendant 6 mois. Déjà, votre product owner, il ne va pas vouloir, probablement, parce qu'il a des features à livrer pour hier. Et surtout que bah, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun, de juste faire des tests, juste faire du refactoring pendant 2 semaines. Nous, on a mis 6 mois à rétablir cet équilibre-là dans notre qualité, finalement. C'est resté relativement plat 6 mois après. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment au fur et à mesure, via des Boy Scout Rules, via les pratiques que je vous ai présentées, les pratiques d'équipe, qui fait qu'on a pu améliorer globalement la qualité de notre code. Donc ça, ces mesures-là, on les affiche sur notre Kanban, itération après itération, et en toute transparence. Et un jour, on a un sponsor qui est passé et qui passe dans l'open space, qui regarde ces chiffres-là. Donc il regarde, il dit ah, c'est joli, je comprends rien. Et donc il nous dit bah, c'est quoi les couleurs et autres. Donc on lui explique test unitaire, test d'intégration, test fonctionnel. Et là il nous dit ok, moi la plupart des équipes que je croise, j'ai l'impression qu'elles font surtout des tests fonctionnels. Vous, j'ai l'impression que vous cherchez surtout à les éliminer. Sauf que, quand tu me l'as présenté, tu m'as dit que c'était des tests qui traversaient plusieurs couches techniques et fonctionnelles de l'application, qui pouvaient simuler des fonctionnalités. Donc, pourquoi je devrais avoir moins de tests fonctionnels que finalement des tests unitaires qui vont juste tester une partie du code? Moi, ça ne me rassure pas tes tests unitaires, en vrai. Je pense que les tests fonctionnels, c'est une meilleure chose, non? Donc là, on était un peu embêtés, parce que le message n'était pas forcément super bien passé. Et on a réfléchi à un deuxième discours sur quel était l'impact de cette pyramide de tests-là, la cible en fait, la fin, au quotidien. Concrètement, en chiffres, c'est quoi? C'est que sur notre appli, on avait 3000 tests unitaires qui s'exécutaient en 5 secondes, les 3000. 1000 tests d'intégration qui s'exécutaient en 3 minutes et 200 tests fonctionnels qui s'exécutaient en 6 minutes. Donc ça veut dire quoi derrière? C'est qu'à chaque fois qu'on a un membre de l'équipe de développement qui touche à une partie du code, déjà il a un feedback sur une grande majorité de l'application en moins de 5 secondes. Un feedback de non-régression. S'il veut avoir un feedback complet, c'est moins de 10 minutes. Ça reste relativement sain. En faisant un petit produit en croix, bah en fait on se rend compte que si on avait voulu couvrir toutes les règles de gestion, tous les cas métiers par des tests fonctionnels plutôt que des tests unitaires, bah en fait on aurait un feedback de 2 heures au lieu de 10 minutes. Et ce qui se passerait dans ces cas-là, chose que j'ai déjà vue chez des clients, histoire vraie, l'équipe coderait le matin, le midi avant de partir manger, il lancerait les tests, au retour de manger, bah, il regarderait le résultat des tests, et puis s'il y a des tests qui ont échoué, il passerait l'après-midi à débugger, analyser, corriger le code ou les tests qui ont échoué, pour enfin relancer les tests le soir, et espérer que le lendemain matin, ce qu'ils ont codé la veille marche. Et en fait, quand on explique ça à quelqu'un qui a le chéquier, bah, il ne comprend pas parfaitement pourquoi il faut investir dans une bonne base de tests unitaires plutôt qu'une base de tests fonctionnels. Parce que, on va dire, passer une demi-journée à corriger ce qu'on a fait l'autre demi-journée, c'est pas super productif. Cette pyramide des tests-là, cette mesure, c'est assez technique. Évidemment, on mesurait d'autres choses que ça sur le projet, notamment le nombre de fonctionnalités par itération. C'est le premier graphique que vous avez en haut. Indépendamment de la vélocité, des points de complexité et autres, c'est le nombre de fonctionnalités qui sont déployées en production. Donc la courbe est assez variable. Par contre, on a une deuxième courbe, la courbe de tendance, qui est à la légère hausse, donc ce qui est plutôt cool. Donc là, pareil, c'est sur 1 an. Le nombre de bugs restants à corriger, en bas à gauche, pareil, c'est assez variable, mais notre courbe de tendance est à la baisse. Alors pourquoi on mesure le nombre de bugs restants à corriger et pas le nombre de bugs corrigés? Simplement parce que si vous corrigez 10 bugs par itération, en fait votre courbe elle va être flat. Et vous ne savez pas combien vous en ajoutez pour autant ou combien vous en détectez. L'idée de mesurer le nombre de bugs restants à corriger, c'est de mesurer le différentiel du nombre de bugs que vous corrigez versus le nombre de bugs que vous détectez, ajoutez. Donc si vous avez une courbe de tendance vers le bas, ça veut dire qu'on en corrige plus qu'on en détecte ou qu'on en ajoute. Et enfin, on mesurait le nombre de livraisons nécessaires par itération.
Donc pourquoi on faisait ça? Parce que, donc, je vous l'ai dit dans le contexte au tout début, chaque release, donc toutes les 2 semaines, on avait une moyenne de 4 patchs. Un patch, en fait, ça a plein d'impacts. C'est un impact purement financier, c'est un impact social. Un patch, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre produit, il a un bug. Si votre produit il a un bug, ça veut dire que le métier, votre PO, bah, il va être stressé parce que son produit ne peut pas sortir parce que sa fonctionnalité est buggée. Le client, il n'est pas content parce qu'on lui dit que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini, c'est buggé. L'équipe de dev, elle est stressée parce qu'on va leur demander sûrement de corriger vite pour pouvoir livrer au plus tôt. Et enfin, si vous avez une équipe, si vous êtes dépendant d'une équipe d'exploitation pour pousser en prod, pour déployer en production, mais en fait, à chaque patch, vous allez demander à cette équipe d'exploitation-là, donc ce qui va vous coûter finalement de l'argent. L'idée de mesurer le nombre de livraisons nécessaires par itération, c'est mesurer le nombre de fois où on est juste du premier coup. Donc au début, on était sur une moyenne de 5. Au bout d'un an, on était sur une moyenne de 1,5. Donc on n'était pas parfait. Par contre, on était bon une fois sur 2. Et en fait, quand on est bon ne serait-ce qu'une fois sur 2, bah, on voyait tout de suite les impacts. L'équipe de dev, bah, sa journée finissait à 18h, 18h30. Les PO, ils n'étaient pas de stress. Les livraisons en prod, il faut que ça devienne un non-événement. Voilà, ça devenait progressivement un non-événement. Le client, il retrouve le sourire. Parce qu'il voit que son produit, dès que c'est fini, dès qu'on a figé la version et qu'elle s'est poussée en prod, ça marche du premier coup, toutes ses fonctionnalités. Et l'équipe d'exploit, elle est contente parce qu'on ne l'appelle pas toutes les 4 heures pour relivrer une nouvelle version. Donc bref, tout le monde est content dans l'histoire. Avec tout ça, en fait, on a pu répondre à notre dernière problématique qui était que la qualité du produit n'était ni mesurée ni suivie. En conclusion, si vous devez retenir 3 choses de cette présentation, c'est déjà, soyez attentifs aux signaux faibles que vous avez dans votre équipe et cherchez à avoir une propriété de code collective grâce à des rituels de pratique et de partage. Ce que je vous ai présenté là, la rétrotech, le mur de standard, notre pratique de la revue de code, notre pratique de pair programming, mock programming et autres, ça a marché pour nous, ça a marché dans notre contexte avec notre équipe, sur notre projet. Si vous copiez-collez ce que je vous ai présenté dans votre projet, ça peut très bien marcher, peut-être, mais ça peut tout aussi bien se vautrer. C'est à vous d'aller creuser, d'aller chercher, d'être attentif en fait à ce qui ne marche pas, d'aller chercher la cause profonde des problèmes que vous rencontrez et de mettre en place des mesures et des critères d'amélioration. Par rapport aux mesures, définissez un ou plusieurs aspects de votre qualité, mesurez-les, suivez-les, affichez-les, et j'insiste sur le affichez-les parce que derrière le fait d'afficher ces mesures-là, c'est être transparent. Et derrière le fait d'être transparent, en fait, ça va entraîner de la confiance aussi bien de tout le monde dans l'équipe de dev que de toutes les personnes qui gravitent autour de l'équipe de dev. Et enfin, si vous êtes dans une grosse équipe, c'est un conseil, mentorer et déléguer grâce à des one-on-one ritualisés. Donc moi, j'ai fait ça pour garder le contact et faire progresser chaque membre de l'équipe, semaine après semaine. Si demain, je me retrouve dans une équipe de 3 personnes, peut-être que je ne le ferai pas. Là, ça a marché parce qu'on était 10 et que ça me permettait de suivre chacune des personnes et passer du temps avec elles. Enfin, le rôle du tech lead dans tout ce que j'ai présenté, c'est d'être un moteur de l'amélioration de la qualité et des pratiques de développement dans votre équipe de développement. Merci pour votre attention.